Bonjour à tous. Nous sommes dimanche, le 3 octobre. Il est 17 heures. Comme nous avions prévu, comme nous l'avons annoncé depuis quelques semaines déjà, on va avoir aujourd'hui une rencontre où on va discuter, on va parler de financement de carrière. Cette séance va être animée par deux personnes. Déjà par Anthony Clément, membre de l'association collective Jeune Pousse, et par votre humble serviteur Alexis Tadifo, aussi membre de l'association collective Jeune Pousse. Nous allons essayer pendant ces prochaines minutes de discuter, d'échanger, de présenter comment est-ce que les gens peuvent s'organiser pour développer, pour financer leur carrière. Les questions seront, tout le monde pourra poser des questions à tout moment. Il faudra juste que vous attendiez qu'on finisse de faire la présentation jusqu'à un certain niveau, et puis il y aura une phase de questions et de réponses. Cette présentation se veut pratique, elle se veut pas théorique, mais essentiellement pratique. Cette séance sera aussi adaptée à notre contexte. On souhaite que, on souhaite que tous ceux qui participent à cette séance, à la fin, puissent en ressortir en étant mûrement enrichis. On ne veut pas raconter quelque chose qui ne sera vrai qu'au Groenland ou qu'en Russie, mais quelque chose qui sera vrai pour un jeune qui est à Yaoundé, qui est à Douala, qui est à Bafoussam, qui est à Saint-Médina. Donc, je vous remercie par avance pour la recherche de vos questions, de vos suggestions, et j'espère que nous pourrons nous enrichir mutuellement. Merci. Bonjour Clément. Ok, merci Alexis. Bonjour à toi et à tous ceux qui sont dans le webinaire avec nous. Je ne sais pas si on peut déjà passer aux choses, je ne vais pas dire sérieuses, si on peut déjà dérouler les thèmes qui vont meubler nos échanges pour que ceux qui nous écoutent puissent savoir de quoi nous allons parler. Et comme tu as dit, nous allons interagir dans un premier temps. Et on va donner la possibilité aux uns et aux autres de poser leurs questions. Oui, absolument. On peut déjà attaquer le vif du sujet. Bon, là, je crois que les uns et les autres, depuis leur écran, leur téléphone, leur ordinateur, peuvent voir ce qui apparaît. Okay. Là, c'est la présentation. En grosso modo, nous l'avons centré sur 4 points essentiels. Pourquoi financer sa carrière sportive? Les différents profils de compétiteurs, les circuits, les besoins, et enfin, lever des fonds pour les différents types de compétiteurs que tu as présenté tout à l'heure. Effectivement. Déjà, bonjour encore. On va commencer par le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut financer sa carrière? Ça a l'air d'être une question parce qu'on se dit, bah, si on fait le thème, c'est qu'on sait pourquoi on veut financer sa carrière. Mais ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que le judo, particulièrement, c'est un sport amateur. Ça veut dire que c'est un sport qui a une vocation de soit ne pas rémunérer, soit très peu rémunéré. Et même au-delà du judo, quels que soient les sports dans lesquels on s'investit, on sait qu'il y a une phase pendant laquelle le pratiquant ou l'amateur doit investir, doit dépenser de l'argent avant de pouvoir recevoir quelque chose. Donc, cette phase-là, elle est vraie pour tous les sports. En tennis, par exemple, on s'est rendu compte que dans le circuit mondial, il n'y a que le top 100 qui arrive vraiment à vivre de son sport. Top 100 masculin, top 100 féminin. Pourtant, on parle de 87 millions de pratiquants de tennis. C'est pour dire que ça se resserre vraiment. Au football, il y a des statistiques sur le football européen. Il y a une agence qui fait des statistiques sur le football européen. Et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 5% de footballeurs qui vivent de leur sport. Dans les sports de combat, comme le MMA, comme la boxe, très tôt, les gens doivent constituer ou structurer des équipes professionnelles pour pouvoir se lancer avant même d'obtenir le droit de faire des combats professionnels qui sont rémunérateurs.
Donc, quel que soit le sport dans lequel vous vous lancez, financer sa carrière est une constante parce que il y a une bonne étape pendant laquelle vous n'avez pas le choix. Il n'y a que ça qui est possible. Et certains vont se dire que oui, mais pourquoi financer sa carrière si on a des institutions comme les fédérations, comme les ministères des sports, comme les comités olympiques nationaux qui sont là. Ils sont là, mais il faut bien comprendre leur mission. Leur mission, ce n'est pas de financer les carrières. Leur mission, c'est de créer les moyens pour que les pratiquants, dans la plupart du temps, les pratiquants bénévoles, puissent se lancer dans la pratique et plus tard, s'ils sont intéressés, faire dans la pratique professionnelle. Donc, ce n'est pas vraiment leur mission de faire en sorte que tous les pratiquants de leur sport se professionnalisent ou que tous les pratiquants de leur sport puissent avoir toutes les ressources pour bâtir leur carrière. Donc, c'est pour ça que, partant de là, il faut savoir que le financement de votre carrière, c'est une exigence et c'est votre responsabilité. Donc, en gros, financer sa carrière, c'est financer un rêve sans assurance que ce rêve-là vous soit rentable. Beaucoup de gens se disent que quand on va devenir le grand champion qu'on rêve d'être, on sera quelqu'un qui va être riche, qui va être célèbre. Non, vous allez être un grand champion. Vous allez avoir la célébrité du moment parce que c'est une célébrité qui est passagère. Mais ça ne veut pas dire que l'équation financière sera résolue. Ça ne veut pas dire que vous pourrez vivre de votre sport. Juste pour donner une idée aux gens, un champion du monde, champion olympique, quand on fait la comptabilité en 4 ans dans une Olympiade, quand il réside dans un pays occidental, donc je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique du Nord, je parle de l'Océanie, il vit à peu près avec moins de 60 000 euros par an. Moins de 60 000 euros par an, ça veut dire qu'il est dans la fourchette des gens, des étudiants qui viennent d'avoir des nouveaux travailleurs, donc des gens qui viennent d'avoir leur diplôme et qui se lancent dans la vie. À moins de 60 000 euros, c'est très difficile de bâtir, de vraiment joindre les deux bouts. Et là, je parle vraiment de ceux qui réussissent. Et quand tu es alors africain ou asiatique, c'est encore plus difficile parce que les institutions locales ne rémunèrent pas vraiment, les fédérations ne sont pas souvent matures, donc c'est encore plus compliqué. Donc, financer sa carrière, c'est prendre de l'argent, dépenser dans un projet qui, même quand tu réussis, ne vous prévient pas, ne vous assure pas que ça va bien se passer. Tu es là, Clément? Oui, oui, je suis là. Donc à présent, tu vas nous parler des différents profils de compétiteurs. OK. Le financement de carrière, c'est une constante, mais ça ne révèle pas la même problématique pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Ce n'est pas tous les compétiteurs qui vivent cette étape de financement de carrière de la même façon. Globalement, on a deux catégories de champions. On a deux catégories de personnes qui se lancent dans le financement de carrière. La première catégorie, c'est le champion en herbe. C'est un jeune qui a du potentiel, qui a fait un certain nombre de tournois, qui s'en sort, qui fait ses études en parallèle, qui fait deux ou trois choses, qui évolue dans un cadre associatif, il est dans un club où il a des camarades qui sont là pour s'amuser, qui sont là pour apprendre. Et lui, il a peut-être eu des performances où il est dans un environnement où il a une mentalité qui fait qu'il se dit qu'il aimerait faire quelque chose de plus grand que ce qu'il fait. Il aimerait simplement faire plus que s'entraîner. Donc, on a ce profil-là, c'est le champion en herbe. Il a la graine de champion. La graine de champion, ce n'est pas la performance, ce n'est pas la beauté technique, c'est juste cette envie-là de réaliser des choses sportivement. Et puis, l'autre catégorie qu'on a, c'est le champion dévoué. C'est celui qui a traversé l'étape du champion en herbe, qui maintenant sait ou veut aller au-delà, veut vraiment faire quelque chose de grand, sait ce que ça peut lui coûter, décide néanmoins de prendre ce risque de s'investir totalement dans ce processus-là. C'est jamais quelqu'un qui veut être champion olympique, être champion du monde,
qui veut laisser une trace, qui veut laisser sa trace dans le sport, son sport national, au niveau national, au niveau continental, au niveau mondial. C'est quelqu'un qui a déjà une très bonne perception des risques que ça peut avoir pour sa carrière, pour sa vie tout court, mais qui est prêt à prendre ces risques-là. Et donc, selon la différence ou selon le type de champion que la catégorie dans laquelle on se trouve, il y a donc des différences. Là, je parlerai par exemple du champion en herbe. Quand on est champion en herbe, en gros, c'est quoi son circuit, c'est quoi les choses qu'on fait, c'est quoi les compétitions auxquelles on est exposé. C'est simplement des tournois nationaux, c'est des championnats continentaux. Ça peut être senior, ça peut être cadet, ça peut être junior, parce qu'il y en a qui arrivent à faire toutes ces catégories en même temps, selon leur talent. Ça peut être des Open continentaux, ça peut être des Continental Cups, c'est une catégorie en dessous du Open continental qui est organisée un peu partout. C'est comme des tournois de détection, des tournois d'affûtage. Et puis, il peut participer à des grands prix qui se déroulent sur son continent. Et pour ce jeune-là, pour ce champion en herbe, il a des besoins. Il a des besoins en équipement, par exemple. Il a besoin de judogie, des judogie d'entraînement, de compétition. Il a besoin de s'acheter des dossards IGF. Il a besoin d'équipement pour faire de la course. Ce sont des collants, des manteaux de régime, des t-shirts, des chaussettes, des survêtements, des choses basiques. Mais il en a besoin. Il a besoin d'équipements de fitness comme des ballons de massage, des cordes à sauter, des cordes à tirer. Il doit aussi se déplacer. Déplacement, ça veut dire qu'il doit aller aux entraînements. S'il s'entraîne 2 fois par jour, s'il s'entraîne 7 fois par semaine, il a besoin d'aller dans ces endroits-là. Ça coûte de l'argent. Quand tu veux participer à des compétitions, les Continental Cup qui ne se déroulent pas dans son pays, il doit dépenser un peu d'argent. Donc, c'est des billets d'avion, c'est des billets de train, c'est des bus. Parce que, par exemple, si au Cameroun, il y a une Continental Cup à Libreville, il peut aller en bus, en autobus. Il peut aussi avoir besoin d'hôtel s'il fait une compétition dans un pays étranger. Il doit aussi se déplacer. S'il fait une compétition dans une ville différente de la ville où il réside, il a besoin d'argent pour ça, payer ses frais de visa, payer ses frais médicaux. Je dis par exemple, on sait que quand on voyage, il y a un budget COVID qu'il faut prévoir parce qu'à chaque fois, il faut dépenser. Il a besoin de soins. Il a besoin de soins curatifs. Par exemple, s'il se fait une élongation, il se fait une tendinite, il se fracture, il a besoin d'être soigné. Il a aussi besoin de soins préventifs. Quand il s'entraîne, quand il est en une phase intensive, il a besoin de sauna, de séances de cryo, de massage. Il a besoin d'élastos, de tissus de contention, de compression pour pouvoir l'accompagner. Ce sont des besoins qu'il a au quotidien. Ce sont des choses qu'il consomme régulièrement. Il a besoin d'assurance santé. On le met là parce que c'est souvent quelque chose qu'on néglige, mais c'est important. Quand on est jeune, quand on apprend, on a tendance à se faire mal, à se blesser. C'est possible de se faire mal. Et il faut pouvoir s'assurer pour que quand on a un accident, ce ne soit pas une entrave définitive à sa carrière. C'est très important pour ne pas avoir un arrêt définitif. On connaît des gens qui ont arrêté le judo, par exemple, simplement parce qu'ils ont eu un déboîtement d'épaule, ils l'ont mal soigné, c'est devenu chronique, et puis leur carrière s'est arrêtée là. S'est arrêtée de façon aussi brutale et aussi, je ne dirais pas de façon négligente, mais ce n'est pas censé s'arrêter sur un déboîtement d'épaule. Mais il y en a que ça stoppe. Donc, il faut s'assurer et il faut être attentif à ces soins. Et il a aussi besoin de visibilité, parce qu'au final, sa valeur, je ne dirais pas marchande, mais sa valeur va aussi être tributaire de sa capacité à se mettre en avant. Ce qui est bien juste, c'est quand même que les jeunes ont des facilités à se mettre en avant. Donc, il y a des endroits comme des comptes Instagram, des comptes TikTok, des comptes Twitter où il faut qu'ils se mettent en avant. Ça va lui permettre de bâtir sa personnalité, de bâtir son profil, son identité numérique, qui va l'aider aussi dans la recherche de financement. Et ça, c'est les besoins qu'un champion en herbe a. Et donc, on connaît les besoins, on sait où est-ce qu'il est censé s'exprimer. Et donc, la question la plus importante, c'est qu'OK, maintenant qu'on veut le financement, qui s'en occupe? Qui se charge de faire cette recherche de financement? Quand on est champion en herbe, la question n'est pas facile parce qu'il faut prendre en compte, est-ce que c'est un mineur? Est-ce que c'est un jeune adulte? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme?
ces paramètres-là sont très importants, surtout quand on est en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Parce que si c'est un jeune, par exemple, l'idéal, c'est que ce soit ses parents ou ses tuteurs, les personnes qui l'encadrent. Maintenant, on sait qu'on a souvent beaucoup de champions qui n'ont pas cette cellule familiale autour d'eux. Ça peut être par substitution son entraîneur ou un encadreur qui l'a pris sous son aile. Quand c'est un majeur, un jeune adulte qui n'a pas de souci en termes d'expression, qui est très scolarisé, qui peut s'organiser, il peut lui-même s'en charger. Mais si ce n'est pas le cas, il peut aussi se faire aider par sa famille, il peut se faire aider par un encadreur qui l'a pris sous son aile. Quand c'est une jeune dame, souvent c'est mieux que ce soit un encadreur qui le fasse parce que aujourd'hui quand même, la société est conçue de façon à ce que dans ce processus de travail de levée de fonds, il y a une vulnérabilité qui peut se dégager et qui peut être préjudiciable. Donc, par rapport à cette vulnérabilité, le mieux, c'est que ce soit les parents de la jeune dame ou un encadreur. Mais si elle n'arrive pas à trouver ces personnes-là, elle doit se lancer elle-même. C'est un risque, mais si ce n'est pas disponible, il faut aller de l'avant. Et même, quelle que soit la configuration, si c'est un encadreur, c'est les parents, c'est aussi bien d'impliquer le jeune parce qu'il doit savoir, il doit comprendre comment ça se passe parce qu'il ne sera pas éternellement jeune. Il doit pouvoir s'organiser, il doit pouvoir accompagner, il doit pouvoir aussi donner du sien parce que si dans le processus, il y a sa participation qui est demandée, il doit pouvoir intégrer le processus. Et donc, comment est-ce que la levée de fonds se déroule? C'est la partie la plus facile, mais aussi la plus difficile. La plus facile parce qu'en général, on sait comment ça se déroule. On a une idée, on sait que pour faire une levée de fonds, il faut aller vers des gens, il faut leur... Oui, mais quelle est la bonne méthodologie? Premièrement, il faut décomposer ça en deux parties ou en trois parties. Il faut décomposer, il y a la partie avant, il y a la partie pendant, et éventuellement, il y a la partie après. Avant, il faut commencer par budgétiser les besoins. Tout à l'heure, on a fait une présentation, pas exhaustive, mais quand même un portrait assez exact des besoins que le champion a. Quand on a fait ces besoins-là, il faut maintenant les budgétiser. Il faut se dire, OK, voici la saison 2022 qui commence, voici les besoins que j'aurai. J'aurai besoin de m'entraîner X fois cette année, j'aurai besoin d'aller, j'ai le calendrier de la FIE, j'ai le calendrier national, je sais exactement quels sont les tournois auxquels je vais participer. Donc, voilà ce qu'il me faut pour y aller. Voici les choses, les projets, les ateliers sur lesquels je travaille. Il me faudra ceci. Si je sais que je vais couvrir, il me faudra ceci. Je vais faire de la cryo, je vais faire du sauna, je dois faire de la descente de masse toute l'année. Donc, en fonction de tous ces besoins-là, il faut s'asseoir et il faut budgétiser. Ça commence par là. J'ai besoin de combien? Bien sûr, la budgétisation, ce n'est pas comme les 10 commandements qui sont écrits sur des tablettes, sur une map. Non. C'est une estimation en ce moment-là. Ça peut changer. Il peut arriver qu'en cours de saison, il y a un imprévu et cet imprévu demande des fonds qui n'étaient pas prévus. C'est un imprévu. Mais il faut commencer par budgétiser. Et une fois qu'on a budgétisé, il faut maintenant, selon les prospects, selon les personnes qui vont fournir les ressources, il faut faire une décomposition. On parlera tout à l'heure des endroits où on peut avoir ces ressources. Mais selon les endroits où on va avoir les ressources, il faut être capable de dire, bon, j'ai prévu aller à ADA, j'ai prévu aller à Kribi. Les deux voyages vont me coûter 50 000. J'ai prévu aller à la Continental Cup de N'Djamena. Ça va me coûter 1 million. J'ai prévu aller à tel endroit. Okay. Le tout me fait, disons, 1 million 500. 1 million 500, bon, il y a telle personne, il y a tel endroit où je peux avoir des ressources. Je pense que tel endroit, telle ressource ici peut m'apporter ce montant. Ce n'est pas souvent des gros montants, c'est ce montant. OK, ce montant-ci-là, je vais l'utiliser pour quelle dépense? Est-ce que je dis que okay, dès que j'ai ça, je libère d'abord N'Djamena ou alors, donc, il faut faire cette allocation-là, identifier. Il faut peser.
que, bon, de toutes les ressources que j'ai identifiées, on parlera des ressources, de toutes les ressources que j'ai identifiées, qui peut m'apporter combien et en fonction de ça, est-ce que j'ai l'équilibre sur mon plan? Est-ce que mon budget est équilibré? Vous pouvez identifier comme ça, vous rendre compte que, bon, sur le 1,5 million que vous voulez, vous n'êtes capable que de couvrir 200 000. C'est très bien de savoir ça. Ça veut dire qu'il vous faut continuer à travailler pour compléter le 1,3 million qui reste. C'est très important. Donc ça, c'est dans la vente. Vous budgétisez, vous identifiez, vous commencez à prospecter. Vous prospectez, donc vous commencez à rechercher les sources. On parlera des sources tout à l'heure. Vous les recherchez et au fur et à mesure que vous les recherchez, vous mettez à jour les apports estimatifs que vous aurez. Vous mettez à jour en fonction des promesses, en fonction de ce qu'ils donnent réellement. Et vous relancez. C'est comme de la vente. Vous relancez encore et toujours. Vous relancez jusqu'à ce que vous obteniez un non définitif ou un oui définitif. Maintenant, une fois que vous avez commencé à avoir des fonds de ces sources-là, de ces sources de financement, il faut vous assurer à faire un compte rendu. Pas un compte rendu détaillé financier, genre, OK, tu m'as donné 50 000, je te fais un compte rendu de toutes mes dépenses de l'année, non. Tu m'as donné 50 000, je t'ai dit que je vais participer à tel truc, okay, je suis allé aider à, j'ai fait bon, on m'a tapé, j'ai fait 5e. Je t'envoie un message, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Grâce à toi, je peux participer à aider à, malheureusement ou heureusement, j'ai fait telle performance. Je te remercie beaucoup pour ton support. J'espère que grâce à ton effort d'aujourd'hui, je me rapproche un peu plus de mon rêve. Merci beaucoup. Ça permet de garder le contact et de pouvoir relancer plus tard si vous avez besoin de fonds ou même l'année qui suit. Et dans le pendant, il faut toujours vous assurer que ce que vous développez, la relation que vous êtes en train de construire avec ceux qui vous donnent de l'argent, vous assurez que cette relation privilégie le long terme plutôt que l'immédiat. Ne vous laissez pas avoir par la volonté d'avoir là quelque chose d'énorme au mépris de vos valeurs, de beaucoup de choses. Non. Privilégiez le long terme. Le long terme, ça veut dire, j'ai quelqu'un qui m'a promis un peu d'argent, il m'a donné le tiers de ce qu'il a prévu, je le remercie, je le garde en contact de ce que je fais, parce que je sais qu'en gardant ce contact-là, je pourrais le relancer l'année qui suit, je pourrais avoir un peu plus que le tiers de ce qu'il m'a donné. Même s'il m'a donné 5 000, je le remercie et je le garde en compte. Je lui donne des feedbacks. OK, j'ai fait tel tournoi, j'ai fait ci, j'ai fait tel tournoi, je te remercie pour ton support. J'ai fait ceci, je te remercie pour ton support. C'est grâce à toi que j'y arrive. J'ai fait ceci. Vous savez que vous êtes en train de bâtir une relation. C'est probable que l'année qui suit, il ne vous donne pas seulement 5 000, il vous donne peut-être 20 000 en disant que non, ça c'est un jeune qui est respectueux, qui il vous donne un peu plus d'argent. C'est possible que si vous donnez déjà un gros montant, qu'il maintient ce montant parce qu'il se sent partie prenante du processus. Et ça veut dire que vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas développer des réflexes de malhonnêteté du genre, je t'ai donné, on vous a donné un peu d'argent et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous commencez à tourner, oui, on a reçu 200 000, bon, on est allé, bon, non, soyez honnête, soyez transparent, développez une relation qui va mettre long parce que la carrière met à peu près 15 ans. Développer une relation qui peut durer plus de 15 ans parce que cette relation doit vous aider pendant votre carrière et un peu après pour vous donner l'élan pour l'après-carrière. Donc, soyez honnête, soyez transparent, communiquez, même quand ça se passe mal. Vous êtes blessé, communiquez. On vous a battu au premier tour, communiquez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de construire cette relation-là. C'est très important. Maintenant, dans la façon de construire la relation, la façon de faire le reporting, donc de faire des rapports, de dire que voici ce qui s'est passé, il y a des formats qui sont plus adaptés que d'autres. Ce n'est pas forcément bien d'envoyer un simple SMS ou d'envoyer un WhatsApp à minuit. Non, il y a quand même des formats qu'il faut respecter. Au besoin, nous, l'association peut vous fournir ces formats-là. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc, et quand vous finissez la saison, faites un bilan. Voici ce qui s'est passé, voilà, voilà, voilà. Voici le bilan de voici ce qu'on visait, parce que quand vous êtes allé le rencontrer,
Vous lui avez dit ce que vous pensiez faire pendant la saison. À la fin, il faut que vous soyez capable de venir dire OK, merci pour ton apport. Grâce à ce que tu nous as trouvé, grâce à ce que tu as fait, voici ce qu'on a pu réaliser. On a fait ce qu'on voulait, ce qu'on pensait faire, ou alors on n'y est pas arrivé, mais on n'est pas découragé. On va réessayer parce qu'on sait que le rêve est difficile à atteindre, mais on y croit. Soyez capable de faire ce bilan-là, envoyez à toutes vos ressources, donc toutes les personnes qui vous ont aidé, et puis soyez capable de répondre aux questions même quand c'est difficile. Et donc, la question c'est vers qui qu'on s'oriente quand on veut faire cette recherche de financement. Quand on est champion en herbe, la première source ou la première ressource qu'on peut utiliser, ce sont les mécènes familiaux. C'est quoi un mécène familial? C'est pas un oncle, non. Évitez de créer une relation de mécène. Donc, si l'oncle vous dit, bon, mon petit, mon fils, tu machin truc, ok, voilà, je te donne 50 000, c'est pas un problème. Mais dans votre stratégie, n'allez pas vers les oncles. Parce que les oncles sont vos parents. Donc, si vous commencez à mélanger ces deux relations, en général, c'est toxique, ça se passe mal. Et puis après, souvent, ça s'insère dans d'autres relations que ces oncles ont avec vos parents et tout ça. Donc, il faut être très, très méticuleux à ce niveau-là, il faut éviter. Donc, les mécènes familiaux, ce sont des amis lointains. Par exemple, vous avez un ami de votre père qui est peut-être dans un autre pays, qui est dans une autre ville, avec qui votre père a une bonne relation, pas une relation régulière, pas une relation au quotidien. C'est une bonne personne vers qui vous pouvez aller. Vous lui expliquez, vous lui dites que voilà ce que vous voulez faire, vous lui dites que ok, voici par rapport à mon projet, voici ce que je peux réunir, et il me manque telle chose pour pouvoir faire ceci, ceci, ceci. Vous lui donnez votre projet, vous établissez votre projet. Ça peut être un aîné du quartier. Et quand je dis aîné du quartier, ce n'est pas votre voisin, c'est vraiment un aîné, vous savez que okay, vous êtes dans un quartier, vous êtes à Oja, peut-être à Oja, vous savez qu'il y a, je ne sais pas, le COMGP qui vit quelque part là-bas, il y a une personnalité qui vit là-bas, avec qui vous avez peut-être eu une interaction, peut-être quand vous êtes jeune, vous avez aidé à faire une rigole au quartier, tout ça. Donc, ce sont ce genre de personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi aller vers elles. Vous pouvez aussi aller vers des connaissances qui sont des cadres d'administration et qui ont une relation, ça peut être une relation du village par exemple. Un oncle du village, pas vraiment oncle parce que c'est vraiment, il est juste du village. Et vous savez que vous pouvez y aller, vous pouvez demander l'audience, et puis vous pouvez exposer votre plan. Souvent, on va vous refuser, mais souvent aussi, ça peut bien se passer. Donc, ne ménagez pas vos efforts, allez vers cette personne. Mais ça suppose que pour toutes ces personnes-là, quand vous venez vers elles, vous ne leur dites pas simplement je vais être champion, tonton, ou je vais être champion, ou mon fils va être champion. Vous allez vers elles en disant ok, ça peut être quelque chose que vous avez écrit et que vous avez imprimé. Voici le plan qu'on a. Voici la saison qui arrive, saison 2022, voici les tournois auxquels on veut participer. Voici le budget qu'on a. Voici le budget dont on a besoin. Et on est en train de faire, je fais une levée de fonds pour mon fils ou pour ma fille. Et voilà, voilà. Donc, c'est un jeune qui est talentueux. Voici ses performances qu'il a faites. Il y a une page où vous avez présenté un peu les performances qu'il a déjà réalisées. Et on pense qu'il peut aller loin. Moi, je suis son père, je suis sa mère. J'aimerais vraiment qu'il aille au bout de son rêve. On va vous demander, oui, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'il fréquente? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'il aille à l'école? Dites que oui, c'est mieux qu'il aille à l'école. D'ailleurs, il va à l'école. Ce n'est pas au mépris de sa carrière professionnelle, de sa carrière académique. C'est juste que c'est un rêve comme les enfants peuvent en avoir et que ce rêve a un coût. Et maintenant, on participe, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir financer ce rêve-là. C'est quelque chose qui se comprend parce qu'on sait que si c'est pour jouer au quartier derrière la maison, c'est facile, c'est gratuit. Mais quand il faut déjà aller faire des tournois à l'international, il faut dépenser un peu d'argent. Et les fédérations ne sont pas structurées pour ça. Donc, vous devez expliquer ça dans un petit projet de 3 pages maximum, une page pour la saison, le budget, une page pour ces... Ok, Alexis.
Oui, Alexis. Donc, ça signifie effectivement, juste pour ajouter ce que tu es en train de dire, que l'étape préalable où tu parlais d'avant, pendant et après, au niveau de la budgétisation des besoins, de l'identification et au niveau où il fallait faire un compte rendu et des feedbacks, qu'en réalité, c'est ça qui résume ce projet-là. Avant de se tourner vers les mécènes familiaux et d'autres types de mécènes, il faut pouvoir présenter de manière cohérente, donc avoir bâti cela à la base avant d'aller vers chez les gens. Parce qu'il serait un peu maladroit de se retrouver face à quelqu'un qui peut effectivement nous aider à aller plus loin, mais qu'on soit dans l'incapacité d'expliquer véritablement ce qu'on veut faire dans l'avenir de manière durable. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Idéalement, c'est 3 pages, pas plus. La saison, le budget et les performances de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Oui, c'est un champion, oui, mais il a fait quoi? Il a gagné le kimono d'or, il a gagné ci, il a gagné ça. Il est dans un grand club, il a participé à tes stages. Un petit CV sportif d'une page maximum. Et ça permet à la personne de savoir vraiment, OK, je suis en train de m'impliquer dans quel projet. Et rappelez-vous, le mécène familial ne finance pas la carrière parce qu'il y a une rentabilité derrière, non. Le mécène familial finance la carrière parce qu'il a envie de voir un enfant se développer. C'est un peu comme les gens qui souvent participent à la rentrée académique ou scolaire des enfants qu'ils ne connaissent même pas. C'est ça sa motivation. Il n'est pas en train de faire un investissement, non. Il essaie de donner sa pierre à l'édifice pour que l'enfant puisse se réaliser. C'est absolument ça, sa seule motivation. Et donc, la seule chose aussi que vous pouvez lui apporter, c'est de l'honneur, c'est de dire, OK, tonton, j'ai gagné, voici la médaille que j'ai eue, lui envoyer une photo ou aller dans son bureau, prendre une photo avec lui. Si vous avez la possibilité, imprimer la photo, la lui envoyer, c'est de ça qu'il a besoin. Le mettre dans vos statuts, ce n'est que de ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin il ne s'attend pas à récupérer l'argent là d'une façon ou d'une autre. Non, il a juste besoin de savoir qu'il participe à un projet, il rend un enfant heureux et derrière, les gens ont de la gratitude par rapport à son geste. Et la deuxième catégorie de sources de financement, quand on est un champion en herbe, ce sont les petites entreprises. C'est très important. Quand je dis petites entreprises, c'est vraiment les petites entreprises. Par exemple, vous pouvez avoir des quincailleries, des petites quincailleries, comme, bon, quand même des petites quincailleries du genre, c'est vrai que Cogénie, ce n'est pas une si petite quincaillerie, mais on pourrait dire petite quincaillerie parce qu'ils n'ont pas dit quincaillerie dans le pays. Des gens comme Cogénie. Pourquoi petite? Parce que quand l'entreprise est petite, c'est plus facile de rencontrer le responsable, c'est plus facile de rencontrer le DG, c'est plus facile de rencontrer le fondateur. Donc, si l'entreprise est grande, le processus est difficile, mais quand elle est petite, quand même, c'est facile d'aller de dire j'aimerais rencontrer le DG, j'ai un problème, je veux l'audience, on va essayer de vous menacer un peu, mais après, vous dites que non, je veux vraiment rencontrer le DG. Au besoin, vous allez faire le pied de grue au parking pour attendre quand il arrive. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de chauffeur, qui n'ont pas de garde du corps, donc c'est des gens qui sont accessibles, à condition que vous sachiez où ils sont et puis vous pourrez les rencontrer. Ça peut aussi être des alimentations, comme Socropole, comme Acropole. Vous allez vous rencontrer le boss, vous dites que bon voilà, j'ai mon fils qui est un champion et je suis en train de bosser dur pour pouvoir l'aider dans sa carrière. Il a un rêve, il veut être champion d'Afrique, il veut ci, il veut ça. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, mais c'est qui? Ok, voilà le petit projet, voilà qui il est. Ok, d'accord, oui, mais ça a l'air intéressant, machin. Bon, revenez demain ou alors, bon, c'est un peu dur. Là, vous n'êtes pas dans une démarche de je cherche un sponsor, non. Vous ne cherchez pas un sponsor. Vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider pour la saison 2022. Vous ne cherchez pas un sponsor. Ce n'est pas ça l'argumentaire qu'il faut avoir. Parce que quand vous dites à quelqu'un, je veux un sponsor, lui, ce qu'il voit, c'est un engagement régulier et sur le long terme. Non. Vous cherchez quelqu'un qui va vous aider pour la saison 2022. Il a besoin de 2 millions pour sa saison. Et vous êtes en train d'essayer de lever cet argent-là parce que il va aussi à l'école, vous avez déjà pris en charge tous ces autres frais, mais pour ce sport-là, il lui faut ce montant. Il doit aller faire tel compét, tel compét, tel compét. Vous cherchez quelqu'un qui va vous aider à réaliser la saison 2022. Et donc, vous pouvez aller voir le responsable.
Ok Alexis, peut-être avant de continuer, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ces petites entreprises gagnent concrètement ici là. Parce que dans le premier cas de figure avec les mécènes familiaux, tu nous as fait savoir qu'il n'y avait pas de gain, qu'ils étaient contents de contribuer à quelque chose de grand et de bon pour les enfants qu'ils connaissent. Et ici dans le cas de figure des petites entreprises, la question elle est toute simple. Qu'est-ce que ces petites entreprises vont gagner en aidant le champion en herbe? Absolument rien. C'est pour ça que l'argumentaire, ce n'est pas le sponsoring. Parce que le sponsoring, c'est un contrat où je te donne des ressources et tu me donnes ton image. Tu deviens mon ambassadeur. Là, on est plutôt dans une Ok. logique où je suis un parent qui veut réaliser le rêve de son enfant. Je cherche des gens qui peuvent m'aider. C'est un rêve qui ne sera pas rentable. Il peut même échouer. Mais je paye de lui donner les moyens de réaliser ce rêve. Donc là, on est en train de toucher la fibre sentimentale. C'est ça qu'on va vers les petites entreprises et on va vers les responsables des petites entreprises. Vous ne venez pas dire, bon, je veux que Socropole, non. Vous allez voir le DG de Socropole, vous dites que, monsieur, j'aimerais que mon enfant, si je pense que vous pouvez m'aider. Et parce que vous savez qu'il dirige une entreprise qui a pignon sur lui, qui fait un peu de chiffre d'affaires, qui peut avoir des difficultés. Et vous savez que quand vous faites cette demande-là, quelque part, il est à mi-chemin entre euh, refuser parce qu'il ne vous connaît pas, mais en même temps prendre le risque que les gens disent que le DG de Socropole a été incapable d'aider un jeune sportif. Et puis derrière, il a aussi la possibilité de vous aider et de savoir qu'il a aidé un jeune qui pourra dire demain que le DG de Socropole l'a aidé. Donc, vous jouez un peu sur ces tableaux-là. Vous pouvez aller, c'est pareil, les entreprises, c'est les alimentations, c'est les petites stations-service comme Bocom, c'est comme Walibia, c'est des petites, des moyennes et grandes surfaces comme Dorf, comme Maïma. Il y en a que, je crois qu'il y en a que deux ou trois à Yaoundé. Santa Lucia, c'est déjà un peu gros, mais Dorf et Maïma, déjà, c'est des candidats pas mal. Et c'est vraiment idéal en ce moment que ce soit les parents qui y aillent. Et très important, si vous ne le sentez pas, n'allez pas au bout. Vous avez l'impression que le feeling n'est pas bon, la relation n'est pas respectueuse, n'allez pas. N'allez pas vous faire manquer de respect. N'allez pas vous faire, ne vous rabaissez pas, ne soyez pas prête à tout, non. N'allez pas. Si vous n'avez pas l'impression que vous pouvez bâtir une relation saine et de longue durée avec ces personnes-là, n'y allez pas. Si vous avez le feeling que ça peut bien se passer, il faut y aller. N'allez pas dire, je mange de l'argent pour mon enfant. Allez dire, je suis un parent qui veut réaliser le rêve de son enfant et j'essaie de trouver des options. Vous pouvez nous aider et ne faites pas de promesses qu'on ne pouvait pas tenir. Ne faites pas la promesse qu'il va gagner. Ne faites jamais cette promesse-là. Ne faites pas la promesse que grâce à son action, l'enfant pourra faire la promotion de quoi que ce soit. Ne faites pas cette promesse. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Ne dites pas qu'il va participer à un tournoi de 100 000 où il va remplir un stade de 60 000 personnes et votre action pourrait être non. Ne vendez pas ça comme ça. Allez, vous dites que vous avez besoin d'argent pour réaliser le rêve de votre enfant ou votre rêve si c'est la personne même qui y va et la personne peut participer. On est dans la fibre charitable. On n'est pas dans la fibre commerciale. Donc, ça, c'est pour les champions en herbe. Maintenant, Oui, maintenant, je pense qu'on va parler du profil du champion dévoué, si on a déjà fini de défiler pour le champion en herbe. comme on disait tout à l'heure, le champion dévoué, c'est simplement cet adulte ou ce jeune adulte qui a décidé de faire quelque chose de grand dans sa carrière. C'est pas forcément le plus talentueux, ça ne se joue pas à ce niveau-là, ça ne se joue pas au talent, ça ne se joue pas à la compétence, ça se joue vraiment à l'envie de faire quelque chose de grand. Et donc, généralement, les champions de dévoués sont un peu plus âgés, ils sont aussi dans un circuit beaucoup plus grand. Par exemple, ils s'intéressent au IGF World Tour, dans les Grands Prix, Grand Chelem, les Masters, s'ils peuvent le faire, les championnats continentaux également, junior, au minimum junior,
mais en général, senior, des championnats du monde, des Jeux olympiques s'ils peuvent participer, et des Jeux continentaux. Aujourd'hui, on a déjà il y a les Jeux africains, les Jeux asiatiques. Je pense qu'il y a eu les Jeux européens. Je ne sais pas si ça va continuer, mais c'est un peu le profil des tournois qu'il fait. Et pour ce champion dévoué-là, les besoins sont un peu différents du champion en herbe parce que effectivement, il a besoin de quoi aller aux entraînements, des billets d'avion, des hôtels, ce qu'il faut pour se déplacer comme pour le champion en herbe. Mais maintenant, c'est dans des endroits qui sont un peu plus chers. Par exemple, quand vous allez participer à une Continental Cup, le cahier de charge à la Continental Cup n'est pas aussi exigeant qu'un grand chelem. Dans un grand chelem, vous êtes obligé de faire au moins 3 nuitées dans un hôtel 5 étoiles. Il y a des exigences qui font que ça vous coûte systématiquement plus cher que quand vous êtes dans un circuit de champion en herbe. Les équipements, c'est plus ou moins pareil quand même. Vous n'allez pas lutter avec deux judokas simplement parce que vous êtes doué. Les dossards coûtent pareil. Les équipements de course, c'est pareil. Maintenant, vous allez peut-être être plus exigeant sur le type d'équipement, sur le nombre ou le volume d'équipement. Vous aurez peut-être besoin aussi d'un ordinateur parce que vous entrez dans une filière très, très pointue où vous devez faire l'analyse vidéo, vous devez analyser vos vidéos, vous devez analyser les vidéos de vos concurrents. Et donc, systématiquement, vous avez besoin d'une caméra parce qu'il faut être capable de vous enregistrer dans vos tournois pour pouvoir vous-même faire des séances de rétrospective ou des post-mortem, selon la façon dont on l'appelle. Ça peut être une caméra, ça peut être un smartphone de bonne qualité, c'est pareil. Vous aurez aussi besoin de quand même plus de soins parce que si quand vous êtes jeune, vous êtes dans une fourchette de 16 heures, entre 10 et 16 heures d'entraînement par semaine, quand vous êtes quand même dévoué, vous êtes quand même dans la fourchette entre 16 et 25 heures pour les plus assidus et selon la période de la saison, entre 16 et 25 heures d'entraînement par semaine. Et donc, l'impact sur le corps est tel que les séances préventives, les séances de soins préventifs sont beaucoup plus denses. C'est systématiquement des massages, c'est des saunas, c'est de la cryo après l'entraînement, c'est plein de choses. Et aussi au niveau de la visibilité, c'est pareil. Vous aurez besoin d'être très visible, d'être même plus visible parce que en plus de vos simples comptes de réseaux sociaux, vous allez avoir besoin de développer une image marketing. Et la chose qui s'ajoute et qui est systématiquement différente de ce qu'on avait chez le champion en herbe, c'est que vous avez une équipe autour de vous. Vous avez maintenant besoin, pour vous en sortir, d'une équipe pluridisciplinaire qui va vous accompagner. Vous n'aurez plus simplement besoin de votre maître de club. Vous aurez peut-être besoin aussi de quelqu'un qui vous suit physique pour la préparation physique. Vous aurez probablement besoin de quelqu'un qui va vous suivre pour les soins kinés. Vous aurez probablement besoin de quelqu'un qui va vous suivre pour le travail technique parce que ça peut arriver que vous soyez dans un cadre où l'encadrement technique est outillé, à le niveau, à ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas le cas, vous aurez besoin de vous faire accompagner par quelqu'un à côté. Vous aurez aussi peut-être besoin de quelqu'un qui va vous aider pour tout ce qui est réseaux sociaux, community management, si vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous pouvez le faire, c'est tant mieux. Mais vous allez vous rendre compte rapidement, quand on va évoluer, que ça va être difficile de tenir la cadence. Et donc, votre levée de fonds en ce moment-là va être réalisée par soit vous, si vous en avez la capacité, mais quand vous êtes quand même dans un format où vous essayez de vous entraîner entre 16 et 25 heures par semaine, ça veut dire qu'en réalité, vous avez très peu de temps pour faire autre chose. Ça vous consomme beaucoup d'énergie. Et si en même temps, vous êtes en train de faire un boulot ou si vous êtes en train de faire des études, vous n'aurez que la capacité de faire le shift entre les entraînements et les études ou les entraînements et le boulot. Donc, le processus de levée de fonds, il faudra que vous fassiez aider. Idéalement, ça doit être un pro ou un semi-pro, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise dans la construction d'un processus de levée de fonds, qui va vous aider à élaborer votre projet, qui va vous aider à prospecter, faire le suivi. Pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'un prospect, à ce niveau-là, pour qu'un prospect arrive jusqu'à vous rencontrer physiquement, ça vous prend entre 8 et 10 appels.
Ça vous prend du temps pour trouver le prospect. Ça vous prend du temps pour avoir son contact. Ça vous prend du temps pour l'aborder la première fois. Et ça vous prend du temps pour le relancer à peu près 7 à 8 fois. Et à la fin, vous allez au rendez-vous. Donc, vous voyez que c'est facile pour quelqu'un, c'est très difficile pour un athlète qui est un champion dévoué de trouver ce stock de temps-là pour gérer, disons, peut-être une dizaine de prospects. Donc, il a besoin de quelqu'un qui va l'aider. Idéalement, cette personne doit réserver des calculs qu'on a fait à peu près 25 heures par semaine pour s'en sortir. Il faut à peu près 25 heures par semaine. C'est comme un travail à temps partiel pour pouvoir élaborer le projet, faire les éléments qui y a autour, donc construire l'identité ou le projet marketing et prospecter. Quand on lève les fonds pour un professionnel ou pour un champion dévoué, on est maintenant dans c'est comme du placement de produits. C'est un peu comme si vous étiez un bonbon ou un smartphone dont on essaie de trouver des acheteurs. C'est une dimension qui est différente. Et donc, idéalement, faites-vous accompagner par des professionnels ou par des semi-professionnels. Le semi-professionnel, ça peut être votre tante, votre soeur, votre cousine qui a un peu de temps libre, votre mère qui a un peu de temps libre et qui peut faire ce travail-là, qui peut structurer, faire le suivi, encadrer, faire ci, faire ça. C'est très lourd. Et idéalement, si cette personne a aussi un peu de temps, gérer votre administration. Et donc, concrètement, quels sont les outils qu'on va utiliser cette fois-ci? Quand on était chez l'athlète, chez le champion en herbe, on était dans élaborer le projet, un mini-projet, élaborer le budget et aller vers les gens et essayer de toucher la fibre charitable. Là, on a une construction beaucoup plus professionnelle. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est l'identité marketing. Quand les gens vont demander, OK, toi, c'est qui? Il faut qu'ils aient des réponses à toi, c'est qui? Le minimum que vous devez avoir, c'est les comptes dans les réseaux sociaux orientés médias. C'est-à-dire, orienté médias, ça veut dire photo, vidéo. C'est-à-dire Instagram, obligé. Twitter, obligé. Peut-être LinkedIn, mais ce n'est pas obligé LinkedIn. Facebook, obligé. Et vous devez avoir une chaîne YouTube, obligé. Et dans cette chaîne YouTube, vous devez pouvoir publier du contenu, publier publier des choses qui vous mettent en valeur. Ça peut être des séances, des extraits d'entraînement, ça peut être Alexis, je crois que Mathieu a une question. Oui, Mathieu? Déjà, pardon pour tout à l'heure. Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. Ok. Je suis désolé, je suis parti vite fait. J'avais rapidement quelque chose à faire. Et après, je suis revenu. Depuis, j'écoute. Moi, je voulais, comment dire quelque chose en particulier. C'est, je sais pas, vous avez commencé par autre chose. Pour moi, le préalable, c'est d'abord l'équipe qu'il faut mettre en place. Parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, que quand la dose de séances d'entraînement s'élève, l'athlète n'a plus le temps d'aller faire ses démarches. Donc, au préalable, c'est l'équipe qu'il faut mettre en place. Des personnes qui vont aider l'athlète à faire ces recherches-là. C'est à ce niveau que je voulais un peu intervenir. Maintenant, après, je laisse encore, voilà, que vous continuez. Et j'écoute, hein, je suis là, j'écoute. Oui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus dans les besoins de l'athlète du champion dévoué, le plus par rapport au champion en herbe, c'est qu'il aura besoin d'une équipe. C'est quelque chose qu'on a même souligné. Et là, on est en train de parler beaucoup plus de la partie financement, levée de fonds. Dans son équipe, ce n'est pas tout le monde qui fera la levée de fonds. Idéalement, il faut qu'il y ait une personne qui fasse la levée de fonds, qui se concentre dessus parce que c'est prenant et aussi techniquement, c'est un peu exigeant. Et donc, on parlait de cette visibilité-là qui est très importante. Il faut que cette visibilité soit construite. Construite, ça veut dire que quand les gens pensent aux champions dévoués,
il doit avoir une image particulière. C'est un mec puissant, c'est un mec technique, c'est un mec... Ça se construit. Et comment ça se construit? Ça se construit par rapport, en faisant des extraits vidéo, le best-of, par exemple. Quand vous voyez les best-of, en football aujourd'hui, les gens consomment beaucoup de best-of, mais les best-of ont été lancés au départ, pas par des fans, mais par des managers. Et le rôle des best-of, c'était de vendre leur poulain. C'était de dire, je veux que mon athlète, mon joueur joue à Saint-Étienne. Alors, je fais une compilation de ce qu'il faisait quand il était en catégorie jeune. Et puis, je leur envoie ça. C'est un outil marketing. C'est pareil quand on est judoka. Quand on est judoka, quand on vend quelque chose, je suis Roy Meyer, je suis un plus de 100 Hollandais. Je décide de vendre ma qualité esthétique plutôt que ma puissance physique. Et puis, je fais donc des best-of de mes Soinage, on fait des best-of. C'est ça, construire déjà le produit marketing. Construire le produit marketing aussi, c'est de soigner la communication sur les réseaux sociaux. Quand on est un athlète qui est en train de s'exposer, qui est en train de se vendre, il faut savoir que tout ce qu'on dit, tous nos avis comptent. Et donc, quand vous prenez position médiatiquement, il faut être capable de prendre position en sachant que ça a des répercussions sur le fait que vous soyez aujourd'hui un produit marketing. On ne demande pas aux gens de mieux parler, mais de toujours garder à l'esprit que le commentaire, le like, le partage, ce n'est pas invisible, tout le monde voit. Et les gens qui vous accompagnent, et les gens qui vous financent, et les gens qui vous adulent. Donc, c'est très important. Et donc, quand on a réussi à construire ce produit marketing-là, il faut construire le projet. Dans la construction du projet, quand on a un champion dévoué, maintenant le span, la portée de la construction, ce n'est plus sur l'année. Idéalement, on fait une construction sur l'Olympiade. On se dit, en début d'Olympiade, on a un projet, c'est de faire ceci. On sait qu'en une Olympiade, on a 3 championnats du monde, on a une édition des Jeux olympiques, on a 3 masters ou 4 masters, on a ci, on a ça. Donc, par rapport à ce projet-là, quand on va vers les sources de financement, le projet, c'est sur l'Olympiade. Et donc, quand on construit maintenant le projet, c'est un peu plus dense que quand on a un athlète, un champion en net. On ne dit plus simplement, voici qui je suis, voici le budget et voici les compétitions. Non. On dit maintenant, voici les valeurs que je défends, voici le type d'athlète que je suis, donc qui je suis, mon CV sportif, voici les performances que je souhaite atteindre pendant l'Olympiade, voici l'impact que j'ai. J'ai tel nombre de suiveurs sur Instagram, sur Twitter, sur XYZ. Voici l'exposition de ma marque par rapport à l'endroit où je me trouve. Par exemple, j'ai participé au championnat d'Afrique, tel endroit, tel endroit. Je participe au championnat d'Afrique, ça veut dire que j'ai telle personne qui me voit. Je participe au IGF World Tour, voilà les gens qui me regardent. Je fais ci, je fais ça. Donc, vous commencez à faire un dimensionnement de votre impact marketing. Et donc, quand vous construisez ce projet-là, c'est avec lui maintenant que vous allez. Et en plus de ça, vous devez pouvoir identifier, il y a encore une autre partie dans le projet, où vous devez identifier cette fois-ci, qu'est-ce que je donne en échange. Et dans le qu'est-ce que je donne en échange, il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours, vous ne vendez pas toujours un produit, une contrepartie commerciale quantifiable, non. Parfois, ce que vous vendez, c'est un positionnement de valeur. Par exemple, vous pouvez aller voir un promoteur, une entreprise, où on parlera des gens en question tout à l'heure, et vous leur dites que ce que je souhaite avoir, voici mon budget, je souhaite avoir un accompagnement, je souhaite avoir du parrainage, par exemple, ce n'est pas encore du sponsoring, c'est du parrainage. Et en échange de mon parrainage, je vais, par exemple, faire des photos avec votre marque. Et vous pourrez utiliser ces photos-là pour faire vos campagnes en interne, pour faire vos campagnes publicitaires. Vous pourrez m'utiliser pour véhiculer une certaine valeur. Vous pourrez, par exemple, utiliser mes exemples pour véhiculer des valeurs de résilience, des valeurs de l'effort, des valeurs de combativité. Vous pouvez aussi dire que je souhaite avoir un parrainage ou un sponsoring et en échange, je peux rendre votre marque accessible à
mon public est à tel endroit. En fonction de ce que vous proposez, la façon dont le parrainage, le sponsoring se fait ou le mécénat se fait, c'est très différent. Par exemple, si vous dites OK, je vous donne, je fais une association totale de mon image, donc de ce que je suis, de ce que je représente à votre marque, ça veut dire que vous allez accepter, par exemple, de border le logo de cette marque-là sur votre judogi. Et vous devez être capable de dire que OK, quand je borde le logo sur le judogi, ça va faire en sorte que demain, quand des jeunes des jeunes me regardent, ils sont convaincus que vous êtes une marque qui travaille avec les jeunes. Peut-être qu'on s'est rendu compte que vous étiez trop une marque qui travaille avec les personnes âgées. On veut maintenant montrer que vous êtes une marque qui aime les jeunes, qui investit sur les jeunes, qui croit aux jeunes. C'est le message que vous vendez. Vous dites qu'en faisant ça, vous allez montrer aux gens que vous croyez aux jeunes. Et chaque fois que j'aurai un micro, je pourrai leur dire que vous avez cru en moi. Donc, vous pouvez vendre sur les valeurs. Vous pouvez vendre sur l'exposition médiatique. J'ai 10 000 followers sur Twitter, j'ai 10 000 followers sur Instagram. Je vous vends cet accompagnement. Ça veut dire que je deviens un ambassadeur, je deviens un community, pas un community manager, je deviens un brand ambassadeur et un influenceur. Voilà, je deviens un influenceur de votre marque. Vous pouvez leur dire, en travaillant avec moi, ce que je peux faire, c'est devenir votre ambassadeur auprès de la fédération pour faire telle ou telle chose. On a vu par exemple le travail que Zidane a fait avec le Qatar. Il les a aidés pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, FIFA. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles selon le profil de la marque, selon votre profil à vous. Si vous n'avez pas de followers, ça ne sert à rien de vendre les followers. Ça n'a pas de sens. Si vous ne faites pas de compétition, vous savez, vous n'êtes même pas un champion de vous. Et donc, en fonction de vos capacités, vous savez ce que vous pouvez vendre. Et donc, quand vous avez construit tout ça, vous allez à la chasse. Et puis maintenant, n'oubliez pas à chaque fois, quel que soit ce que vous avez comme résultat, remercier les gens, les relancer, remercier, relancer. En fin de saison, ne jamais oublier, envoyer des diplômes à tous vos mécènes, à tous vos sponsors, à tous vos parrains. Prenez votre argent, rédigez en lettres d'or, vous les remerciez pour l'apport pour cette saison, vous leur envoyez des diplômes qui pourront afficher quelque part. Vous leur dites merci, grâce à vous, j'ai pu réaliser tel tournoi, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire ceci. Sans vous, je n'aurais pas pu être à tel endroit. Faites ce geste-là. Quand vous faites vos publications sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas vos partenaires. Ça peut être des personnes nominalement, ça peut être des entreprises, ça peut être, n'oubliez pas. Si vous avez 10 partenaires, ne faites pas une vidéo foot ou une photo foot, non. Avec comment on appelle quoi là, c'est un nom, photobombe, voilà. Donc, faites une photo pour chaque partenaire en le remerciant. Soyez professionnels. Remerciez-les, remerciez-les, remerciez-les. C'est tellement difficile de les avoir que quand vous les avez, ne jouez pas avec eux. Remerciez-les tout le temps. Et donc, de qui est-ce qu'on parle? Pour le champion dévoué, on quitte maintenant de la fibre charitable à la fibre commerciale. Et donc, le profil des sponsors aussi ou des partenaires change quand vous faites la levée de fonds. Vous allez par exemple travailler les petites entreprises. Là, on repart toujours avec les quincailleries, les alimentations, les stations-service, des entreprises de services. Mais idéalement, pourquoi est-ce que je parle des quincailleries, des alimentations et des stations-service? Ce sont des entreprises qui ont un profil particulier. C'est qu'elles vendent un produit pour tout le monde. Et comme elles vendent un produit pour tout le monde, c'est facile pour vous de les convaincre que vous allez les aider. Si vous allez, par exemple, demander le sponsoring à une entreprise, à un bureau d'études qui fait, par exemple, le génie civil, c'est difficile pour vous de construire un argumentaire pour leur dire que vous serez capable d'être visible pour leur cible. C'est difficile de leur expliquer qu'en participant au championnat d'Afrique à Madagascar, les gens qui vont vous voir sont des gens qui ont envie de construire une maison à Douala. C'est compliqué. Mais par contre, en étant sponsorisé par Acropole, par Socropole, vous pouvez leur dire OK, les gens qui vont vous voir lutter tous les jours sur cette année avec leur logo sur votre kimono vont savoir que non seulement vous existez encore, ils sauront où vous travaillez, ils auront envie d'acheter votre pain ou votre baguette ou je ne sais pas quoi. Parce que leur produit s'applique
absolument à tout le monde. C'est pareil pour les quincailleries. Tout le monde va dans les quincailleries pour un tournevis, une clé, pour plein de choses, pour des carreaux, pour plein de choses. Donc, vous allez vers ces quincailleries-là, Kifero, Cogénie, Sorepco, Afrique Construction, des alimentations comme Socopol, Acropole. Aujourd'hui, vous ajoutez aussi des groupes comme, bon, on va parler tout à l'heure des grandes entreprises, des moyennes entreprises. Donc, des stations-service comme Bocom, Neptune, Alpha Oil, Olivia. Vous allez vers eux avec le projet, vous leur dites que voilà le projet, voilà mon besoin. S'ils sont prêts, vous construisez. Certains vont vous dire on va signer un protocole d'accord. Oui, vous devez être capable. Si au besoin d'avoir votre propre protocole d'accord prêt, si ils sont un peu frileux, ou vous leur dites que vous êtes disponible pour tous les formats possibles, il n'y a pas de souci. Que ce soit un protocole d'accord, un contrat de partenariat, un contrat de sponsoring, un contrat de parrainage, il n'y a pas de souci. Ils vous donnent le contrat, vous le lisez, vous signez. Ne vous emballez pas. Ils vous donnent le contrat, lisez-le. Donnez-vous 2-3 jours, lisez-le avant de signer. Ne courez pas, ne donnez pas l'impression que vous êtes à la ramasse et vous êtes prêt à tout. Non. Prenez 2-3 jours, vous le lisez, vous signez. Ils veulent donner le cash, prenez le cash. Pas de souci. Ok. Mathieu a de nouveau une question. Oui, Mathieu? Alors, je reviens un peu parce que sur le thème, peut-être que je ne comprends pas bien. Le thème, c'est de comment aider à financer un athlète, c'est ça, hein? C'est Comment ça le thème. financer sa carrière? Oui. Comment financer sa Voilà. carrière? Alors, est-ce que nous avons déjà, parce que pour moi, ce partage-là, quelque part, on doit partager aussi son vécu. D'accord? Est-ce qu'il y a déjà des athlètes qu'on a eu à mettre en place ce type de choses ou bien c'est quelque chose qui va se mettre en place? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que quand je nous écoute là, j'ai l'impression qu'on est trop sur la théorie. C'est-à-dire que c'est ce qui est écrit dans les trucs de marketing, dans les machins, mais je ne sens pas le vécu. Je ne sens pas que on a d'ailleurs la preuve pour étayer ce que je suis en train de dire. Alexis, lorsque tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, tu as pris un exemple sur Zinedine Zidane. D'accord? Or, moi, je pense que pour que ce soit plus parlant, on doit parler avec un athlète ou 2 ou 3 athlètes au Cameroun qui ont suivi, par exemple, ce coaching-là. Parce que, enfin, grosso modo, c'est grosso modo le coaching. Comment faire, comment démarcher, comment... Je sens un peu qu'on est un peu sur la théorie. Alors, ma question est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place ou alors on a déjà quelques têtes et c'est à ces têtes-là qu'on donne ces conseils-là? Voilà ce que je voulais poser comme question. OK. Je vais noter ta question. On a des cas concrets, mais on est dans la présentation de la méthode. Dans la présentation de la méthode, on n'est pas dans les use cases. Mais je vais répondre à ta question quand je finirai de présenter l'ensemble des choses. D'accord, OK. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, c'est Greg. Tu peux poser ta question. Bonsoir. Oui. D'accord. En fait, non, ma question était beaucoup plus sur le profil des petites entreprises, en fait, pour sponsorer ou bien pour accompagnateurs. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a cela 5 ans, bon, le monde, je vais dire le monde du budget n'était pas encore bon, mais j'ai remarqué que depuis un certain temps, il y a certains Camerounais qui font beaucoup plus dans les émissions YouTube. On a Takam, on a les médias certains. Et j'ai remarqué que dans les chaînes, il y a des petits produits souvent que je vois ça. Souvent, c'est les spaghettis, souvent c'est... Il y a des placements de produits très régulièrement. Oui. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que dans la proposition d'Alexis, est-ce que dans sa proposition, est-ce qu'il avait aussi pensé que on pouvait aussi aller voir ces entreprises elles aussi? Voilà, c'était un peu ma question parce que c'était beaucoup limité à la quincaillerie et des petites PMI, PME. Donc, je voulais juste savoir si aujourd'hui, quand même, avec le sort qu'on voit dans les trucs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même aller
vers ces entreprises-là. Merci. Oui, ce qui est sûr, c'est que la liste déjà qu'on a faite n'est pas une liste exhaustive. On ne pourrait pas en une séance pouvoir résumer toutes les entreprises possibles. Là, j'ai dit tout à l'heure que j'ai parlé d'une entreprise qui a une particularité. Les entreprises qui ont une particularité, c'est que elles vendent des produits pour tout le monde. Après, vous pouvez vous rendre compte que vous avez accès à une niche particulière. Il faut y aller. Ça peut m'arriver que vous ayez, par exemple, un ami ou une connaissance qui soit PDG d'une entreprise qui fait dans je ne sais pas quoi. Et avec cette connexion personnelle, vous arrivez à attraper un contrat de parrainage ou de mécénat ou de sponsoring. Ce n'est pas une liste exclusive. Ce n'est pas pour dire en dehors de cette liste-là, ce n'est pas possible, non. Mais il faut commencer quelque part. Maintenant, les produits sont différents. Quand un comédien fait sa chaîne, il a un public. Peut-être par rapport à ce public, les gens qui veulent l'accompagner retrouvent leur cible. Donc, il ne faut pas simplement voir les marques, il faut tout te dire que derrière, il y a un calcul rationnel. Est-ce que celui si par exemple c'est un vendeur de pâtes alimentaires, là par exemple les pâtes alimentaires, ça concerne tout le monde, est-ce que pour lui, il estime que c'est le bon médium et c'est pour ça qu'il a investi? Est-ce que vous serez le même médium? Est-ce que vous aurez par exemple des émissions qui auront 1 million de vues? C'est les questions qu'il faut se poser. Et donc, en fonction de ça, le type de partenaire avec qui vous allez peut être différent. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste qui doit être enrichie. Il y a beaucoup plus d'entreprises que ça. Et il faut être ouvert. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut quelqu'un qui soit capable de mettre 25 heures de temps par semaine au moins pour pouvoir faire cette recherche, cette prospection et ces relances-là. Et donc, en dehors des petites entreprises, on a donc des entreprises moyennes, comme les chaînes de supermarchés, comme des grosses stations-service comme Tradex et consorts, des entreprises de paris sportifs et des entreprises d'agroalimentaire. Tu as parlé des pâtes. Là, j'ai par exemple parlé, on a noté Panzani, Sous-UPI, GSA, Guinness, Cameroun, SABC, Nestlé. Et là, vraiment, pour y arriver, il faut pas vous mentir. Pour des grosses boîtes d'agro, pour atteindre la personne qui peut vous avoir le sponsoring, ça vous prendra à peu près 2 ans. Ça, il ne faut pas vous mentir, ça vous prendra à peu près 2 ans. Ça vous prendra à peu près 2 ans pour traverser toutes les étapes, parce que la première année, vous allez traverser un certain nombre d'étapes et puis on va vous dire que les budgets sont scellés, il n'y a pas moyen. Mais maintenant, la deuxième année, à partir du moment où on vous a dit que les budgets sont fermés, en relançant régulièrement, en étant au contact, vous serez capable d'être prêt pour le bon moment où on peut placer, où on peut insérer votre budget et vous serez au rebond. Donc, c'est 2 ans. C'est un processus qui vous prend 2 ans. Pour les paris sportifs, par expérience, c'est un peu moins. Par exemple, le monsieur de Paris Foot perd son âme, il était assez accessible. C'était plus ou moins facile de l'avoir. Son succès. Je crois que c'est sa femme aujourd'hui qui est là-bas. Je ne sais pas si c'est toujours comme avant. Ou Roibet, c'est beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui, ils sont en plein développement et ils n'ont pas encore eu le temps de créer beaucoup de couches de bureaucratie autour d'eux. Ils sont accessibles. Pour les chaînes de supermarchés, il faut faire un peu d'enseignement, il faut savoir est-ce qu'ils sont à Yaoundé ou à Douala et en fonction de l'endroit où ils sont à Libéreux. Mais eux aussi sont assez accessibles. Donc, et la toute dernière catégorie, c'est les plateformes de crowdfunding, de levée de fonds associatifs, de collecte de fonds associatifs. Donc, vous avez Indiegogo, Ulule, KissKissBankBank, vous en avez pas mal. Où vous pouvez aller, c'est des fois des plateformes qui sont hébergées en Europe et tout ça, ou en Amérique. Vous y allez, vous élaborez votre projet, vous dites aux gens, je veux faire ci, je veux faire ça, mon budget me coûte ceci, voilà le montant que je veux lever. Vous faites votre campagne de levée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plateformes de crowdfunding, il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que vous devez être transparent. Quand vous construisez votre dossier de levée de fonds dans ces espaces-là, vous devez tout leur dire, leur parler prendre des photos de l'endroit où vous entraînez. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression à un moment donné que vous avez construit
une histoire artificielle. Ils doivent avoir l'impression que c'est authentique. Les gens sont à la recherche de l'authenticité. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens commencent à collecter, il faut aussi que vous soyez capable de faire un très bon reporting pour entretenir cette confiance-là. Bien sûr, pour que ce soit efficace, vous devez quand même vous arranger à avoir un compte PayPal ou un compte qui soit accessible. Donc, des fois aussi, c'est un peu la partie la plus embêtante, mais ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça. Donc, il faut garder ça. Et sur ces plateformes-là, vraiment, le niveau d'information, la qualité de l'écriture, le niveau de détail beaucoup plus élevé. Donc, si vous avez du mal, renseignez-vous, trouvez des gens qui peuvent vous aider à construire des projets sur ces plateformes qui ont déjà fait ça au moins une fois et qui peuvent vous aider à raccourcir le temps. Ne vous lancez pas comme ça là, non. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà fait ça au moins une fois, cherchez cette personne-là. À l'association, on peut vous renseigner sur des gens qui ont déjà fait ça. Vous construisez et puis c'est les endroits où vous pouvez collecter 5 millions, 6 millions, 10 millions. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand vous faites votre campagne, la durée de la campagne ne va pas être trop longue. Si vous dites par exemple que vous voulez collecter 10 millions en un an, en général, vous n'allez pas y arriver. Parce que les gens vont, chaque fois qu'ils vont venir voir votre projet, ils vont procrastiner. L'autre chose, c'est que quand vous étiquetez vos projets, essayez d'étiqueter pour que ça ratisse l'âge. Si vous mettez ça vous dites par exemple que c'est un projet sport, tout court, souvent il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté. Vous devez pouvoir faire en sorte que ce soit un projet sport, art, développement personnel, trouver des façons d'étiqueter ça pour que quand quelqu'un vient chercher quelque chose qui est le développement personnel, il vous voit et il lit un peu, voir ça est intéressant. À chaque fois, vous faites ça. Bien sûr, vous devez développer des éléments de visibilité. Généralement, dans votre dossier, ça doit pointer vers une chaîne YouTube où les gens peuvent voir, un compte Instagram, un compte Twitter. Pour que quand les gens disent que oui, mais de quoi est-ce qu'il parle, ils voient oui. S'il y a un gars qui publie régulièrement, ça fait au moins 10 ans, 5 ans qu'il est sur la plateforme. Donc, on a l'impression que oui, c'est une vraie personne. Pas que vous lancez la campagne en décembre 2021. Quand on parle à votre compte Twitter, on voit qu'il a ouvert le compte en décembre 2021. Il a ouvert son LinkedIn en décembre 2021. Il a ouvert la chaîne YouTube en décembre 2021. Ça fait un peu fake et les gens ont peur. Donc, créez de l'authenticité et faites en sorte que vous soyez très visible.